la direction a adopté en juin dernier un profil de campagne ainsi que le principe de présenter une liste pour l'élection des députés européens. Et une majorité a pu se dégager, ce dont on peut se féliciter, une majorité courte, qui permet de donner une base de discussion, comme on l'a vu hier notamment avec le Tournière. Alors le présent débat, c'est un moment de cette discussion, c'est une étape, et il veut contribuer à approfondir nos positions sur l'Europe, sa nature, les questions démocratiques et sociales qui s'y posent, afin que cette campagne existe et qu'elle soit une réussite. Alors depuis juin, les coordonnées de la situation politique et sociale en Europe et en France ont bien changé, voire elles s'aggravent. Le Conseil européen des 28 et 29 juin dernier n'a rien changé aux règles de Dublin concernant l'accueil des réfugiés. Alors, seul le volontariat de quelques États dans le but d'apaiser les tensions politiques internes à chaque pays sur la question a vu le jour. L'État espagnol et l'Allemagne ont notamment conclu un accord en août. Pedro Sanchez s'est engagé à accueillir des réfugiés en Allemagne qui avaient fait une demande de droit d'asile dans l'État espagnol précédemment. Mais en réalité, aucun cadre européen concret ne permet d'accueillir aujourd'hui les réfugiés et le budget de Frontex est multiplié par 3. Donc, l'accueil des migrants, la liberté de circulation et d'installation, le droit d'asile et le droit du sol sont pour nous des droits démocratiques de première urgence dans la situation actuelle. Et inutile de dire que l'Union européenne est fragile, est incapable de répondre à ses besoins et ne fait que manifester son impuissance politique et ses divisions entre États. Ce qui représente évidemment une tragédie pour tous les réfugiés qui cherchent à rejoindre un sol plus paisible. Dans les faits, cette union ressemble de plus en plus à une désunion. Le gouvernement de la Pologne, de l'Autriche et de la Hongrie sont systématiquement remontés contre toute décision de la Commission européenne. Le projet européen qui prévalait avant l'élargissement à 28 États, avant le traité constitutionnel de 2005 et avant la crise financière de 2008, et ses conséquences, ce projet-là, en réalité, semble à l'agonie aujourd'hui. Certains États, arrivés en 2004, refusent l'État de droit, sans parler de la récente alliance entre le M5S et l'extrême droite en Italie. Et le Brexit anglais n'a fait que renforcer cette impression de dilution de l'Union européenne. Pourtant, l'Union européenne reste un outil au service du capital. Car cette situation politique, elle est le reflet d'une fragilité du projet européen, puisqu'en effet celui-ci repose d'abord sur un projet de création d'un marché interne concurrentiel dans le vaste marché mondialisé, avec notamment l'objectif d'être compétitif vis-à-vis des autres pays impérialistes comme les États-Unis, la Russie et la Chine. Alors bien que ne disposant d'aucune prérogative de souveraineté comme un État, l'Union européenne fait pression sur les États nationaux pour instaurer des politiques d'austérité et faire baisser le coût du travail dans tous les pays. Alors tous les États ne répondent pas de la même façon parce qu'ils ne sont pas tous organisés de la même façon. Les détails de l'organisation du travail et de l'histoire de la classe ouvrière dans chaque pays fait que ce n'est pas homogène. En revanche, la machine de guerre qu'est l'UE, elle a toujours les mêmes conséquences. Alors ces conséquences-là, c'est d'abord que les processus de mise en concurrence des travailleurs sont un des premiers éléments, c'est le premier élément que permet l'Union européenne, le renforce en tout cas, même si elle ne le permet pas, mais en tout cas elle le renforce parce qu'elle en est un outil, et cela depuis près de 30 ans. Cela s'est évidemment considérablement renforcé après 1991 et la chute des pays du bloc de l'Est. Les mécanismes de délocalisation existaient dès 1986 dans le droit européen, notamment, alors il était assez discret puisqu'il consistait à exporter d'abord un bien intermédiaire, puis après 1991, dans les années 90, la possibilité d'investissement direct à l'étranger, qu'on appelle IDE, a permis la délocalisation massive, par exemple de la construction automobile, puisque permis de détacher complètement la production dans d'autres pays. L'Allemagne, en
en a été le premier bénéficiaire, avec la création d'un arrière-pays pour sa production dans le groupe de Visegrad, c'est-à-dire la Pologne, la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie. Car évidemment, l'Union européenne n'est pas un territoire homogène et elle est largement dominée par le duo France-Allemagne, qui connaît de fortes inégalités entre les pays. Même si tous les travailleurs subissent les politiques d'austérité et d'accroissement de l'exploitation, ce n'est pas forcément tous de la même manière et avec la même intensité selon les pays. Le poids de la France et de l'Allemagne est supérieur. Ainsi, la France est le deuxième pays contributeur au budget de l'Union européenne, avec 22 milliards d'euros prévus en 2018 derrière l'Allemagne et devant le Royaume-Uni. Les pays riches, notamment l'Allemagne et la France, imposent aux pays du Sud et à ceux de l'Europe centrale et orientale des politiques visant à obtenir une main-d'œuvre bon marché, dit, elles-mêmes faisant pression sur les salaires de toute l'Union, quand ce n'est pas pour s'accaparer des pans entiers de la production nationale comme en Grèce. Les pays d'Europe centrale et orientale par ailleurs, va bénéficier d'une convergence sociale et les inégalités sociales y sont très fortes. Leur niveau économique reste en deçà de celui de l'Europe des 15. Dans une telle situation, le repli souverainiste ne peut être un rempart à l'exploitation sauvage de l'humain et des ressources. Pas plus que l'Union européenne libérale n'est l'Europe que nous voulons bien évidemment. Nous devons affirmer la nécessité de rompre avec l'Union européenne, ses institutions, ses règles et ses traités, exprimer notre volonté d'en finir avec les institutions internationales bourgeoises pour en construire d'autres, socialistes, en alliance avec notre peuple. Il ne s'agit pas d'un Brexit, mais d'ouvrir une perspective politique. Partout en Europe, les travailleurs sont mis en concurrence entre eux, entre Européens, je l'ai dit, mais aussi entre Européens et non-Européens, avec la question migratoire, la question des sans-papiers, des réfugiés. Il est donc de notre responsabilité de porter un projet politique pour les travailleurs et les peuples européens qui combattent cette mise en concurrence, qui combattent la xénophobie et le repli souverainiste, pour exiger de nouveaux droits sociaux et démocratiques convergents en tout pays. La victoire du oui en Irlande lors du référendum pour le droit à l'avortement montre qu'il est possible pour par les luttes, d'harmoniser ces droits et d'en conquérir de nouveaux. Alors, présenter une liste du NPA aux élections, c'est évidemment pas forcément l'alpha et l'oméga de notre activité pour les mois qui viennent. En même temps, c'est une énorme occasion pour justement porter cette politique. Ces élections européennes seront les premières depuis l'arrivée de Macron au pouvoir. Elles seront l'occasion pour le monde du travail de sanctionner le gouvernement. D'autant qu'elles auront lieu dans un contexte d'attaque accrue sur les retraites, sur l'aide sociale, sur la fonction publique avec CAP 2022. Les réponses du monde du travail à ces attaques, à la casse des services publics, de l'éducation ou des transports, au licenciement, vont s'appuyer sur l'expérience des luttes des derniers mois. Ces luttes, bien que n'étant pas victorieuses, radicalisent une frange du monde du travail, malgré des éléments aussi de démoralisation. L'affaire Benalla a montré le vrai visage du macronisme. Elle n'est pas terminée et il y aura d'autres crises. Sous l'hypocrite faste jupitérien, les méthodes de management du privé s'appliquent au cœur de l'État. Voilà, et cela renforce aussi la colère du monde du travail. Pour que cette colère trouve une expression politique positive, qu'elle puisse s'exprimer dans les élections, notre responsabilité est de faire campagne pour ne pas laisser le champ libre aux déviations nationalistes et chauvines, ni le terrain aux politiques réformistes qui veulent canaliser cette colère dans le giron institutionnel. Parmi les revendications les plus urgentes, l'ouverture totale des frontières, la liberté de circulation, la liberté d'installation, le droit d'asile, l'annulation de la dette, la suppression de toutes les règles du droit du travail visant à mettre les travailleurs en concurrence, la rupture avec les institutions, les traités et les règles de l'Union européenne, la convergence en Europe des droits sociaux par l'Union. Par ailleurs, il y a tout lieu de croire que ce millésime électoral européen va être central pour la bourgeoisie au vu de la crise que traverse l'Union européenne. Il s'annonce également comme l'une des étapes de la recomposition politique en cours. La France insoumise a par exemple quitté le parti de la gauche européenne et la déclaration de Bruxelles du 27 juin intitulée pour une révolution citoyenne en Europe privilégie désormais la nécessité de reprendre le leadership à gauche. Alors, inutile de préciser évidemment que cette révolution citoyenne se fait selon le Parisien. Toutefois, la France insoumise risque de se présenter comme le meilleur outil pour un vote sanction. Et pour toutes ces raisons, il est notre responsabilité de nous présenter pour faire entendre une voix anticapitaliste internationaliste.
Alors restent les modalités de notre présence à cette élection. Plusieurs scénarios sont possibles. La direction nationale a d'ores et déjà engagé des discussions avec les ouvrières dont il y a eu vous avez vu hier le débat, donc ça on pourra discuter dans le débat. Le processus, nous l'espérons, n'est pas terminé et l'unité des révolutionnaires serait une très très bonne chose dans cette campagne. Je termine juste sur une dernière idée. Quelle que soit l'issue des discussions, cette campagne est nécessaire. Elle ne s'oppose pas à la construction des mouvements, elle en est le complément. Alors des doutes s'expriment sur nos capacités, nos capacités à la faire, sur nos ressources militantes et financières. Je pense que notre diversité, parfois dissonante, peut être une force, que la campagne électorale et les buts des derniers mois sont un appui pour tourner le parti vers l'extérieur et faire cette campagne, et que la souscription lancée cette année très tôt est une première étape pour une campagne électorale européenne. Je ne reviendrai pas sur toutes les raisons qui nous ont amenés à décider depuis le dernier congrès, de nous présenter aux élections européennes, et en particulier, pour reprendre la formule du texte majoritaire, que pour ma part je ne vais pas voter, j'ai voté pour se présenter, bien sûr, en précisant toute une série de choses dont je vais parler, et donc en particulier en recherchant un accord avec l'utopie. Première remarque, je crois qu'il ne faut pas se focaliser sur le débat d'hier, qui a eu au moins le mérite d'avoir lieu, et ne pas construire des raisonnements à partir de toute une série de choses qui nous ont choqués. C'est la première fois qu'un tel débat a lieu à l'université d'été avec l'utopie, c'est un point positif, il faut l'enregistrer comme tel. Après interviennent nos propres responsabilités, et quand on dit que nous voulons un accord en particulier avec l'utopie, ça veut dire que nous avons une politique qui permettent cet accord, que nous ne sommes pas là tout de suite en train de négocier ou je ne sais pas quoi, mais que nous avons une politique de direction vis-à-vis de l'ensemble du mouvement révolutionnaire qui vise à créer les conditions d'un accord avec eux. Avoir une telle politique suppose une volonté politique, et je reviendrai sur la conclusion de Fabienne, qui est un des thèmes récurrents des camarades qui partagent sa position, qui est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir de tout ça. Peut-être qu'il y aura une candidature NPA-LO, peut-être qu'il y aura une candidature NPA tout seul, peut-être qu'il y aura une candidature NPA avec des gens dont on connaît ni le nom ni l'adresse, peut-être il y aura... pas de candidature. Bon, peut-être, on ne sait pas. Alors ça, ce n'est pas une volonté de direction, ce n'est pas une politique de direction. Nous avons un objectif. Cet objectif, c'est de nous présenter aux élections européennes. Nous pensons que la gravité de la situation politique, et en France, et sociale, et en Europe, et au-delà d'ailleurs, nous oblige, nous donne une obligation politique de rechercher à rassembler les forces du mouvement révolutionnaire, du mouvement internationaliste, les seules forces capables de porter une politique internationaliste. Cette politique, il faut la mettre en œuvre, et délibérément, volontairement, sans se demander qu'est-ce qui va sortir de ça. Bien sûr, nous aurons nos petits plans B à nous. C'est pas de ça qu'on discute. Ce qu'on discute, c'est comment nous allons mettre en œuvre une politique pour réussir, construire un accord, pour qu'il y ait le maximum de force à un courant internationaliste dans ces élections. Cela veut dire aussi clarifier toute une série de choses politiques, parce que dans cette politique à géométrie variable, il y a des idées un peu à géométrie variable dans la majorité, ou pas entièrement majoritaire. Bon, il y a une politique un peu compliquée et à géométrie variable, et pour construire cet accord, et c'est là où nous avons des différences, et nous avons toujours des divergences, c'est sur une série de confusions qu'il y a, y compris par rapport à l'Europe, et avoir une politique de direction pour construire et réussir cet accord et permettre de rassembler les anticapitalistes, il faut avoir une politique délibérément d'indépendance de classe, claire et nette, qui n'est pas confuse sur les ruptures, pas les ruptures, où là aussi on dit des choses, on dit une autre, les uns disent une chose, on dit une autre au sein de la majorité. Je crois que là, il faut vraiment clarifier les choses et avoir une position claire. C'était le centre du texte que nous avons défendu au dernier CPN avec Jean-François Cabral, Daniel Zepper et moi-même, pour avoir une politique d'indépendance de classe, donner un contenu à cette politique
qui était à la fois la préparation d'une mobilisation, la préparation de l'affrontement avec le gouvernement et le patronat, et en même temps cette dimension internationaliste pour lutter contre les préjugés réactionnaires et unifier notre camp social. Et en particulier, là où se concentre ce flottement et où on a eu une discussion, c'est quand de refuser de mettre à égalité l'ensemble des institutions capitalistes que nous dénonçons globalement. Pour nous, il n'y a pas de différence, enfin, il n'y a pas de différence fonctionnelle, mais sur le rôle et les objectifs de ces institutions, que ce soit l'État national, sa police, son armée, son administration, qui sont rodées au service de la bourgeoisie. Et les nouvelles institutions européennes que sont données les différentes bourgeoisies pour coordonner leur offensive contre la classe ouvrière, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a des adversaires qui sont sur notre route, qui sont sur la route de la classe ouvrière et du monde du travail pour mener son combat et qui sont globalement des adversaires. Il n'y a pas une Union européenne, la démagogie qui prétend que c'est l'Union européenne qui imposerait aux États nationaux des politiques est une farce. Dans la Commission européenne, ils discutent tous ensemble de ce qu'ils font et le patronat français, la bourgeoisie française n'a pas besoin, ils ont besoin de s'associer pour des raisons économiques et politiques, mais ils mènent les mêmes politiques hostiles aux travailleurs. Et les travailleurs ont un même adversaire dans ce cas-là, et c'est ça que nous devons dire. Pour nous, le problème, c'est pas d'en finir avec les institutions européennes en elles-mêmes, ou tout autant qu'avec l'État national. Notre problème, c'est que la classe ouvrière, et la raison d'être présent dans ces élections, c'est de défendre une politique, d'armer la classe ouvrière, le monde du travail, pour défendre ses droits, ses intérêts, dans la perspective d'une transformation révolutionnaire de la société, pour en finir avec la source, la responsabilité de tous les maux qui frappent la population et le monde entier, qui est la domination capitaliste, la propriété privée capitaliste. Je crois que c'est ça le fond. Alors après, certains camarades nous vantent, nous parlent de période de transition, on devrait avoir un monopole du commerce extérieur, et donc il faudrait sortir de l'euro, créer une nouvelle monnaie, etc. Tout ça, ce sont des constructions complètement artificielles. Hier, y compris, si je me souviens bien, Antoine a repris une partie dans son intervention. Ce sont des constructions complètement artificielles où on nous refait la révolution russe plus d'un siècle après, sans que ça n'ait ni contenu, ni quoi, ni caisse. Et alors qu'aujourd'hui, il est bien évident que pour les travailleurs, pour ceux qui militent pour la transformation de cette société, le problème se pose au niveau continental, au niveau européen, il ne peut pas se poser au niveau hexagonal. Nous sommes quand même au XXIe siècle, il s'est passé une transformation extraordinaire pour pouvoir avancer vers un monde complètement nouveau, et ça ne se pose pas en invoquant des raisonnements révolutionnaires pour justifier finalement quelque chose qui ressemble à un repli national et à une concession à des préjugés qu'il y a au sein de la classe ouvrière. Pour nous, au contraire, une de nos raisons d'être dans cette campagne électorale, c'est de combattre ces préjugés qui font que la classe ouvrière peut se sentir solidaire de la classe dominante, du moins d'une fraction de cette classe dominante et des politiciens qui la servent. En particulier sur cette question qui va être au cœur des débats et sur lesquels nous ne pouvons pas être neutres, c'est la question du protectionnisme, la question de défendre les intérêts des travailleurs en se repliant sur ces frontières qui tellement sont éhontées, qui sont enfermés les travailleurs dans les frontières pour mieux les exploiter et en faire une monnaie d'échange sur le marché mondial, ou d'autres qui représenteront l'Europe comme une perspective. Nous n'allons pas prendre parti dans leur débat, nous combattons l'ensemble de ces positions de la bourgeoisie ou de différentes tendances de son personnel politique pour affirmer une perspective internationaliste. Le contenu de l'indépendance de classe, c'est l'internationalisme de classe qui correspond et qui arme les consciences, parce que c'est pour ça qu'on se présente dans les élections. C'est pas pour être élu, c'est pour armer les consciences, en vue de la lutte pour le pouvoir. Donc voilà, il s'agit de choisir dans ces deux Europes, et il s'agit de combattre tous les préjugés qui vont se greffer dans tous les camps de xénophobie, de racisme, de démagogie, en flattant toutes les inquiétudes qui peut traverser la classe ouvrière, la population en général, face à un monde complètement déstabilisé dans lequel il ne se retrouve pas. Face à cette déstabilisation, il faut construire des repères qui sont des repères de classe, qui
sont des repères de solidarité internationale, et c'est ça la raison de notre présence dans ces élections, notre volonté de présence dans ces élections, et affirmer cette politique, préparer un accord avec LO, vont de pair, puisque justement, c'est par rapport au fondement de nos camarades de LO, affirmer une politique clairement internationaliste et d'indépendance de classe, dans lesquelles ils pourraient, sinon se retrouver entièrement, du moins trouver les bases d'un accord politique avec nous. Et au-delà, et ce sera mon mot de conclusion, je crois, rechercher un accord pour ces élections, c'est pas uniquement un objectif électoral, c'est bien plus que ça pour les révolutionnaires. Il s'agit de prendre acte pour l'avenir, pour rassembler les forces du monde du travail, rassembler les forces des anticapitalistes et révolutionnaires dans la perspective de construire l'instrument des luttes dont on l'a vu ces derniers mois, qui manque à la classe ouvrière, un parti qui représente réellement ses intérêts, et les discussions qui sont engagées autour des élections européennes, entre nous, avec les ouvrières et au-delà, participent de ce débat pour trouver, formuler, tracer la perspective et les cadres politiques à travers lesquels l'ensemble des anticapitalistes et révolutionnaires pourraient se retrouver, se regrouper pour mener la bataille ensemble, non seulement sur le terrain électoral, non seulement sur le terrain politique, mais sur le terrain politique qui est notre terrain de prédilection, le terrain des luttes, le terrain de l'organisation des travailleurs pour diriger leur propre lutte, prendre en main leurs affaires et affronter non seulement Macron, mais le capital et envisager une perspective de transformation révolutionnaire de la société. Bon, donc la discussion aujourd'hui, c'est l'UNPA et les élections européennes. Et de fait, à cette université d'été, c'est, on va dire, une nouvelle étape dans la discussion autour des élections européennes, mais qui s'est entamée en réalité au moment du congrès, au dernier CPM, et qui se poursuit. Donc, je pense que c'est important, on a vu l'ensemble des camarades n'ont pas pris le temps encore, puisqu'il a été publié, je crois, pendant le courant de l'université du pays. Il y a plusieurs textes qui sont sortis dans ce bulletin intérieur. Et on va dire une partie des camarades de l'AU, donc les camarades qui ont été la minorité la plus grosse à sortir du congrès, qui sont représentés ici par Fabienne. Donc une partie de ces camarades défendent l'idée d'une nécessité de mener une campagne tous ensemble, tout le parti, hein, sous-entendu, bon, les courants, les fractions, les tendances, donc tout le monde mène cette campagne. Alors je tiens quand même à dire ici parce que il y a les paroles et puis il y a les actes. Je pense que c'est, par exemple, été un problème le fait qu'au moment du débat Hello-NPA à la fête de Hello, il y a eu quand même un vote au comité exécutif qui m'interdise le fait de participer au débat avec les camarades de la U dans la discussion avec lutte ouvrière. Et que, quelque part, parler d'une campagne tous ensemble, je pense que les camarades de la U s'en rendent compte maintenant, ça se fera avec l'ensemble du parti. Et donc avec l'ensemble des courants qui composent ce parti, et avec l'ensemble des positions qui figurent dans le parti. La première des choses, puisqu'on voit clairement qu'aujourd'hui la U, quelques mois après le congrès, déjà pas véritablement d'accord sur quoi faire, même pas un an après, au moment des élections européennes, je pense qu'il faut clairement dire aujourd'hui le seul interlocuteur avec lequel on puisse discuter d'une campagne aux élections européennes, c'est lutte ouvrière. Et que c'est essentiel. La France insoumise, je crois qu'hier au débat international, des camarades de la 4e internationale, version secrétariat unifié, dont je fais partie, nous expliquaient qu'il y a une différence entre la base de la France insoumise et sa direction. Mais fondamentalement, nous ne pouvons pas, et je crois que c'est très largement défendu par l'organisation, on ne peut pas à aucun moment imaginer la possibilité d'un accord avec ce courant, et il est essentiel que les révolutionnaires puissent avoir une oreille attentive, soit audible, à une échelle qui soit la plus large possible. Tout simplement parce que la France insoumise nous explique que pour changer la vie, il faut voter le plus gros groupe parlementaire. Et que ce n'est pas notre conception, nous ne sommes pas des réformistes, et nous devons développer, défendre une perspective anticapitaliste, internationaliste et révolutionnaire dans le cadre de ces élections.
Et c'est pour ça que même si les responsabilités ne sont pas identiques, la façon dont le débat a été entamé hier avec Hello n'est pas responsable au regard des tâches qui sont les nôtres et des enjeux qui sont les nôtres. Ce n'est pas responsable de commencer un débat avec Lutte ouvrière en les traitant de parasyndicales ou en mettant et partant vie en tête sur la question de l'Union européenne, sachant quelles sont en réalité la réalité des débats et des discussions entre nos deux organisations. Si on veut un accord, il faudra immanquablement, et c'est ce que je disais hier, un compromis. Mais attention, quand on dit compromis, ce ne veut pas dire une compromission. De mon point de vue, et tout le monde sait ici que ça fait au moins 23 ans depuis que je construis ce courant, que je défends l'unité des révolutionnaires avec Lutte ouvrière, les propos tenus par la camarade de Hello hier sont un vrai problème politique. Voilà, c'est un vrai problème politique. La négation des migrants comme partie intégrante de la classe ouvrière, c'est inacceptable et ça doit faire l'objet de débats réels et on doit, comme ça a été rappelé à la tribune, exprimer notre solidarité de classe pleine et entière avec les sans-papiers, avec les migrants. Et y compris tirer les conclusions, si jamais Hello rompait les discussions autour des candidatures communes sur cette base-là, ça serait un précédent, il faudrait tirer les conclusions de cette politique de la part de Hello. Mais on en est quand même bien loin, hein, comme ça a été dit par plusieurs camarades, mon avis hier dans le débat et les interventions, c'est ni ce que mène Hello dans ses campagnes, ni ce qu'ils écrivent dans ses éditos, ni bien évidemment ce qu'ils défendent en participant de façon massive aux manifestations pour le soutien aux migrants et contre les lois racistes. Bon, mais que voulons-nous dire lorsqu'on parle de compromis? Si on veut mener une campagne commune, cela veut dire que cette campagne commune, elle ne pourra pas se faire sur la base intégrale du programme du NPA ou de Hello. Enfin, je veux dire, c'est évident et qu'on est obligé de discuter des clous sur lesquels on a envie de taper. Pourquoi cette campagne commune serait par rapport à la situation une question fondamentale? D'abord parce que dans une situation d'offensive de la bourgeoisie, de rapport de force dégradé, mais de résistance aussi et de victoire partielle, l'expression d'une alternative anticapitaliste, internationaliste, révolutionnaire dans la situation actuelle est essentielle pour redonner confiance à notre camp et d'autant plus après la séquence de lutte sociale qu'on vient de connaître. Oui, si l'extrême gauche, la gauche révolutionnaire défendait ensemble un programme d'urgence anticapitaliste pour une Europe des travailleurs et des travailleuses, la nécessité d'un mouvement d'ensemble, d'une grève générale pour l'imposer, ça ferait la différence dans la situation. Hello plus le NPA, ça ne ferait pas 1 plus 1, mais dans la situation actuelle, ouverte par 2016 et la première lutte sur la loi de travail, ça serait la possibilité de faire des bonds dans la conscience d'une accumulation d'expérience. La gauche révolutionnaire, le NPA, l'ensemble des courants du NPA a donc une responsabilité, une occasion que nous ne pouvons manquer dans cette situation-là. Pour avancer dans cette direction, il nous semble que ça serait d'autant plus productif dans cette direction d'une campagne commune avec Lutte ouvrière si on discutait aussi d'une intervention commune des révolutionnaires. Cela serait d'autant plus un point d'appui pour faire que cette campagne renforce le rapport de force de notre classe en notre faveur. Voilà pourquoi, en fait, on soumet notre proposition qu'on a développée et faite dans le cadre de ces ateliers. Quand je dis notre proposition en tant que courant, et qu'on propose à l'ensemble de l'organisation et qu'on va proposer dans le cadre du prochain CPM. Par ailleurs, petite parenthèse, mais le CPM qui a lieu le 22 et 23 septembre, c'est-à-dire au même moment que la manifestation des Fords, où la question est l'enjeu central, peut-être faudrait-il se poser la question de faire un CPN à Bordeaux et de permettre qu'il y ait une apparition importante de l'organisation, mais de faire aussi et surtout en sorte que l'ensemble des camarades puissent participer à cette discussion. Bon, je ne veux pas m'étaler là-dessus sur où on va faire le CPN, mais on comprend bien qu'on ne peut pas avoir la direction du parti alors que notre principal dirigeant, figure publique, porte-parole, est lui en train de bagarrer par rapport à son emploi. Notre proposition de regroupement, c'est quoi qu'on a faite et qu'on va faire dans le cadre des luttes.
c'est celle de dire, bien évidemment, aujourd'hui, si les postiers du 92, si les Ford, si tous les camarades de la SNCF victimes de la répression, ceux des gaziers, se regroupaient, exprimaient ensemble la nécessité de, justement, construire une contre-offensive, une contre-attaque, de ne pas rester isolés, de ne pas rester prisonniers des calendriers des directions syndicales, des directions réformistes, de ne pas attendre les élections, mais de se poursuivre la mobilisation que nous avons connue dans ce printemps. On pense que, clairement, si cette politique a été reprise par l'ensemble du NPA, eh bien, elle aurait un impact dans la situation. Il est évident que si, au lieu que ce soit les postiers du 92, cette politique était portée réellement par des militants ouvriers du NPA et de lutte ouvrière qui ont une oreille, qui ont une audience de masse, comme Olivier Besançon, comme Philippe Poutou, comme Jean-Pierre Mercier, eh bien, immanquablement, cela aurait un impact dans la situation. Immanquablement, cela aurait eh bien, une force, une force dans la capacité de pouvoir donner confiance à nos camps. Cette politique, il nous semble important que l'ensemble des courants du NPA disent expressément un peu ce qu'ils en pensent, que l'amende, la nuance, voire les possibilités, mais c'est très important qu'on sorte de cette université et que dans le cadre du prochain CPN, ces discussions aient lieu. Par ailleurs, il nous semble aussi central que notre rencontre publique-privée, rencontre ouvrière qui va avoir lieu début décembre, dès le prochain CPN, il y a une discussion sur le fait que cette rencontre ouvrière, cette rencontre nationale publique-privée est ouverte très largement eh bien, à nos milieux, à toutes celles et tous ceux qui veulent résister, qui veulent se battre dans les entreprises, dans les lieux d'études, dans les quartiers, de montrer justement que notre parti, le NPA, est en capacité de pouvoir donner cette réponse à la classe ouvrière qui aujourd'hui bagarre, parfois de façon isolée, parfois de façon très forte et contradictoire vis-à-vis des directions syndicales. C'était 10 minutes. Nous, il nous semble que la discussion aujourd'hui, elle est essentielle, elle est centrale, il y a une responsabilité. Notre capacité, elle ne doit pas être simplement de discuter des éléments et des idées. Il y a aujourd'hui des militants et des militantes, des travailleurs et des travailleuses qui se battent. On a une responsabilité, il y a une majorité dans le parti pour qu'il y ait un accord commun avec lutte ouvrière. Il faut faire en sorte que cet accord commun avec lutte ouvrière ait véritablement lieu. Ça veut dire pour cela qu'on soit aussi en capacité de marcher sur nos deux jambes, à la fois l'intervention dans la lutte des classes et à la fois la nécessité de développer un programme d'urgence pour une Europe des travailleurs, pour une Europe des peuples. Et ça, très franchement, on a été capable de le faire il y a 20 ans. On a été capable de le dire en fait dans nos campagnes respectives, dans le cadre des dernières présidentielles. On doit être capable de le faire au-delà des agencements et des calculs au sein de la lutte et des explosions possibles au sein de la lutte. Donc pour aborder ce débat que nous considérons pour notre part comme un débat très important, je pense qu'il faut quand même en fait dire quelques mots sur le contexte dans lequel auront lieu ces élections européennes. Parce que nombreux des camarades qui ont des objections, des doutes sur le fait de se présenter, rapprochent beaucoup en fait de ce qui va se passer des dernières échéances des élections européennes, et il me semble en fait que l'élection européenne de l'année prochaine va avoir lieu dans un contexte très différent et qu'il faut en tenir compte. Le premier aspect, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons en Europe en fait, une montée des nationalismes et des idées réactionnaires qui fait que cette question-là va être au cœur du débat des élections européennes. Mais il n'y a pas que cette question-là, la question des montées des nationalismes, il y a aussi une question majeure qui a en fait traversé le débat hier en fait, avec le ouvrière, qui est la question en fait, des migrants, de ceux que les bourgeoisies européennes en fait, qu'on vient d'appeler la crise migratoire. Et qui est une véritable en fait, la crise humanitaire dont ils sont les premiers responsables. Voir aujourd'hui en Europe des scandales humanitaires comme l'affaire de l'Aquarius, ou voir en fait, se monter des véritables camps de concentration de migrants aux portes de certaines puissances européennes comme l'Allemagne, c'est quelque chose par rapport à laquelle en fait, les révolutionnaires ne peuvent pas rester indifférents, et c'est une question fondamentale pour nous de en fait, pouvoir porter notre parole dans ces élections pour pouvoir dénoncer cette barbarie. Mais en fait, il y a aussi un contexte particulier en France parce que ces élections vont être de fait le premier test électoral de Macron. D'un Macron qui n'est plus dans la même situation dans laquelle il était il y a un an, un Macron qui a dû affronter une grève extrêmement dure à la SNCF et que même s'il a remporté, ça n'a pas été de la façon écrasante et humiliante dont il avait besoin pour pouvoir envoyer un message à l'ensemble de la classe ouvrière.
Un Macron qui a traversé la crise Benalla pendant l'été, et un Macron qui commence déjà à voir les premières défaillances dans son gouvernement, comme on l'a vu avec Hulot. C'est-à-dire en fait un gouvernement qui commence à montrer ses premiers symptômes de fragilité, des symptômes en fait qui doivent être saisis par le mouvement ouvrier et par les révolutionnaires. Dans ce contexte-là, nous avons, en tant qu'anticapitalistes et révolutionnaires, une voix particulière à porter dans ces débats et dans le cadre des élections européennes. Un débat qui va être polarisé par en fait, des idées réactionnaires de repli national d'un côté et de l'autre côté en fait, par des idées d'un néolibéralisme multiculturel européiste qui nous s'est apporté en fait, à la classe des travailleurs depuis plusieurs années que plus d'austérité et d'attaque contre leurs droits et contre leurs acquis sociaux. Mais aussi à gauche, nous avons des projets qui sont très distants de celui que nous souhaitons porter. Il suffit de regarder en fait, du côté du PCF ou de Hamon qui nous propose en fait, une sorte de réforme de l'Europe, une Europe sociale, mais qui en fait est clairement utopiste et en fait n'apporte aucune perspective de rupture avec les institutions, qu'elles soient en fait, à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Et de l'autre côté, la France insoumise, en fait, qui défend une idée d'un protectionnisme de gauche et qui, par ce biais-là, finit en fait par aller dans le même sens ou rajouter de l'eau au moulin des idées en fait de repli national, des idées en fait qui vont dans le sens en fait de renforcer les préjugés nationalistes en fait à l'intérieur de notre classe. Donc, cette question de la délimitation, non seulement par rapport aux deux grands projets qui seront incarnés par les réactionnaires type FN ou en fait par les néolibéraux comme Macron, est une question fondamentale. Et c'est pour cela qu'il me semble en fait important de discuter ici du fait qu'il y ait des camarades en fait, à l'intérieur de la PFU qui nous vantent la nécessité en fait, d'un espace politique et social européen. Je cite la contribution d'une camarade de la PFU, c'est la camarade Christine, non pas en fait pour discuter avec elle en particulier, mais pour discuter avec une position qui existe dans l'organisation. Donc qui voudrait qu'un espace politique et social européen puisse exister, qui regrette qu'il n'existe pas, qui dit en fait que la déclaration de Bruxelles signée le 27 juin, qui s'appelle Maintenant le peuple, est quelque chose en fait, qui devrait nous permettre de sortir du cadre franco-français du débat et d'ouvrir en fait un débat à l'échelle européenne, et qui nous dit aussi que nous devons en fait répondre favorablement à un appel d'ensemble, en fait qui fait une déclaration qu'elle nous adresse avec son appel, où elle explique en fait que son projet c'est de construire en fait un gouvernement de gauche voulant rester fidèle aux intérêts du peuple. Notre projet, ce n'est pas ça. Notre projet, ce n'est pas le gouvernement de gauche fidèle au peuple. Notre projet, c'est celui en fait d'un bouleversement révolutionnaire de l'ensemble des institutions nationales et internationales existantes dans le continent européen. Il me semble quand même en fait, important de remarquer que en fait, les majorités ou en fait pseudo-majorités construites à l'occasion des congrès sur des bases politiques qui ne sont pas très solides, elles ne durent pas très longtemps. Nous sommes aujourd'hui à l'intérieur de la PFU face en fait, à une division qui prend exactement les mêmes contours que nous avons eus pendant la campagne Poutou. C'est-à-dire une partie des camarades qui s'est dit que si ce n'est pas pour faire en fait, avec une partie de la gauche, il vaut mieux ne pas faire. Qui pense qu'il vaut mieux ne pas se présenter aux élections, qu'il vaut mieux que le NPA n'ait pas son mot à dire que de le dire en fait seul ou en fait de le dire avec une liste d'extrême gauche qui a un programme clair, internationaliste, anticapitaliste et anti-impérialiste. Au contraire, il me semble en fait, que dans cette campagne, c'est un programme de ce type-là qu'il faut porter. Un programme qui se cristallise dans la défense de en fait, les États socialistes unifiés d'Europe, c'est-à-dire en fait, un projet qui dépasse les frontières nationales, mais en fait pour construire une société débarrassée de l'exploitation et de l'oppression, et qui dit clairement que le seul sujet d'une telle transformation sociale ne peut être que les travailleurs organisés par la méthode de la lutte de classe. Mais aussi un projet qui ose défier les intérêts des puissances européennes, en particulier par rapport en fait, à l'arrière-goût colonial, qui dit haut et fort qu'il faudrait annuler les dettes de tous les pays semi-coloniaux à l'égard des puissances impérialistes, qui dit évidemment en fait, qu'il faut la liberté de circulation, qu'il faut la liberté d'installation et qu'il faut la liberté de vote pour les migrants, et qui porte cette question comme une question fondamentale. Je pense en fait que les camarades de lutte ouvrière, ils ont très tort, et j'espère en fait que les paroles que la camarade ont dépassé sa pensée, de diviser ces deux réalités-là. Hier, en fait, une camarade cheminot a nommé la lutte d'honnête.
Et nous avons su cette semaine en fait quelque chose qui nous montre à quel point la classe ouvrière en France elle est diverse et elle a des liens indissociables avec la question des migrants. Une des travailleuses de Net qui a fait 45 jours de grève, qui a obtenu une victoire, une travailleuse d'origine en fait africaine, a su cette semaine que son fils est mort en Méditerranée en essayant de faire la traversée pour la rejoindre. C'est ça les liens qui existent entre en fait, la classe ouvrière en France, qu'elle soit française d'origine ou pas, et le problème des migrants. Il me semble en fait qu'il y a un autre enjeu très important dans ces élections européennes, c'est la question en fait de pouvoir contrer une série d'idées de type en fait nationaliste qui pénètrent réellement dans notre classe. Et qu'il y a un débat fondamental parce que c'est des idées qui tirent en fait la question de l'Europe n'intéresse pas les travailleurs, c'est éluder la réalité des discussions qui existent aujourd'hui chez les travailleurs, et ça, parfois y compris avec des arguments qui sont particulièrement faux, qui sont en fait des préjugés, et que c'est la tâche fondamentale des révolutionnaires de les combattre. À mon avis, c'est autour fondamentalement de deux idées. La première, c'est que l'Union européenne serait la source de tous les maux et imposerait aux gouvernements nationaux une politique d'attaque contre les travailleurs. C'est fondamental de montrer à quel point il y a des liens indissociables entre cette machine de guerre dont nous ne nions pas une seule seconde en fait son caractère meurtrier et les États nationaux qui la portent. Des États comme l'État français, comme l'État allemand qui sont ceux qui font la politique européenne, qui font les directives européennes. Et de l'autre côté, la question du produit français, ce vieux mot d'ordre hérité du PCF des années 70 et qui revient dans la tête en fait, de beaucoup de travailleurs, l'idée que pour conserver les emplois en France, il faudrait fermer la porte aux travailleurs étrangers et en fait que les intérêts des travailleurs français pourraient être plutôt du côté des industriels français que de ceux en fait des ouvriers polonais, hongrois ou de l'Afrique du Nord. Porter l'idée que les travailleurs français ont beaucoup plus en commun avec les travailleurs de tous les autres pays qu'avec leur propre bourgeoisie, c'est aussi un enjeu fondamental de ces élections européennes et c'est pour ça que nous méritons et nous avons le devoir d'y être. Parce que si ce n'est pas nous qui le dirons, personne ne le dira et nous pensons en fait que cette question est fondamentale. Pour en fait aborder deux points avant de finir, il y a à mon avis une discussion extrêmement importante que le parti doit absolument trancher parce qu'y compris l'accord, la possibilité d'un accord avec les ouvrières dépend de ça. Mais c'est pas seulement pour ça, c'est pour une question en fait politique très importante. C'est la question de l'ambiguïté du mot d'ordre de rupture avec l'Union européenne. Il y a des camarades, en fait, le camarade va passer derrière moi qui le défendent ouvertement, mais le problème c'est que les camarades de la PFU hésitent tout le temps. D'un coup, ils acceptent de mettre une rupture avec les traités et les institutions, de l'autre coup, ils nous remettent par la fenêtre la rupture avec l'Union européenne. Le problème, les camarades, c'est qu'il y a une échelle de masse aujourd'hui, en vue de ce qui s'est passé en Angleterre et de ce qui se passe dans la tête de beaucoup de travailleurs, le mot d'ordre de rupture avec l'Union européenne ne peut être compris que comme l'idée d'une sortie unilatérale de l'Union européenne. Et comme les travailleurs ne sont pas bêtes et ils voient bien qu'il n'y a pas une révolution sociale en cours, cette sortie de l'Union européenne se ferait dans le cadre du capitalisme. Et le dire de cette façon, ça alimente l'idée qu'il pourrait y avoir une étape avant la construction du socialisme à l'échelle internationale qui passe par le repli national, qui passe par le fait de d'abord rompre avec l'Union européenne, une rupture qui pourrait être progressiste dans le cadre de ce système, pour ensuite s'attaquer véritablement aux intérêts de la classe dominante, aux intérêts des bourgeoisies européennes. Pour nous, cette étape n'existe pas et il faut en fait rejeter formellement le mot d'ordre de sortie de l'euro et de rupture avec l'Union européenne pour ne pas entretenir la confusion au sein de notre classe. Deux mots pour finir. À mon avis, la discussion avec le ouvrier hier est une bonne nouvelle parce qu'elle a eu lieu, mais en même temps, elle montre aussi qu'il y aura un certain nombre de difficultés. Des difficultés en fait à arriver à un programme commun et des difficultés à entraîner des camarades qui ne montraient pas non plus en fait une disposition très enthousiaste et féministe avec nous. Mais notre responsabilité à nous, c'est d'aller jusqu'au bout de ce processus. Et même s'il n'aboutit pas, le fait d'avoir tenté jusqu'au bout nous donnera beaucoup d'autorité pour pouvoir en fait apparaître comme ceux qui ont tout fait pour que la voix des anticapitalistes, des révolutionnaires liés à la classe ouvrière, liés à la lutte du monde du travail, soit portée dans ces élections contre en fait la vague d'idées réactionnaires qui va y circuler. Moi, je finis sur une seule idée, c'est que la campagne en fait sur la souscription, c'est une campagne en fait que nous pouvons faire et nous pouvons la réussir. Et que c'est différent de la campagne en fait des maires et des signatures, parce qu'il s'agit de convaincre notre propre milieu que nos idées valent la peine d'être défendues. Il s'agit de convaincre notre milieu de
donner de l'argent pour que nous puissions être présents. De ce point de vue-là, c'est d'abord et avant tout une campagne politique et de construction. Je ne vais pas répéter un certain nombre d'éléments qu'ont donné notamment Fabienne sur le fait que l'Union européenne est en effet une machine de guerre contre les travailleurs. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important dont on doit prendre pleinement conscience, et d'autant plus depuis la mise en place de l'euro, de l'union monétaire. En fait, il faut bien comprendre que la mise en place de l'euro, en l'absence de transfert budgétaire entre les pays les plus riches et les plus pauvres de l'Union européenne, ça implique que la variable d'ajustement pour rétablir la compétitivité, c'est directement les salaires. Et on a bien vu que depuis la mise en place de l'euro, on a vu les conséquences, notamment pour les pays d'Europe du Sud. Eh bien, ils ont accumulé depuis le début des années 2000 d'énormes déficits commerciaux, et évidemment, ce n'était pas tenable, et ça s'est payé par un ajustement salarial sans précédent. Donc, en effet, l'Union européenne, c'est une machine de guerre, et c'est aussi, et donc, par conséquent, un outil indispensable pour la bourgeoisie. Aujourd'hui, ils ont mis 50 ans pour construire et perfectionner cet outil-là, et donc c'est pas un outil qu'ils peuvent abandonner du jour au lendemain sans conséquence. Et c'est pas simplement de la coordination, c'est y compris des institutions intégrées. La Banque Centrale Européenne, c'est pas simplement de la coopération entre gouvernements, c'est une institution qui a un pouvoir et qui a une efficacité en Europe. Et il faut aussi bien voir que ceux qui font de la démagogie contre l'Union européenne, etc., quand ils approchent du pouvoir, eh bien, ils renoncent en fait à vouloir rompre avec l'Union européenne. L'extrême droite, elle gouverne aujourd'hui en Europe, en Italie, en Autriche, en Finlande. Eh bien, ils gouvernent dans le cadre de l'Union européenne. Ça leur pose aucun problème. Toutes les mesures contre les migrants, on peut les appliquer dans le cadre de l'Union européenne. Donc tous ceux qui nous racontent que ceux qui sont pour la rupture avec l'Union européenne, ça serait forcément sur des bases nationalistes pour encore réduire la liberté de circulation, c'est aberrant. Enfin, l'extrême droite, aujourd'hui, on voit bien qu'elle fait sa démagogie contre l'Union européenne, mais l'extrême droite, elle sert les intérêts de la bourgeoisie, et pour servir les intérêts de la bourgeoisie sérieusement, il ne faut pas remettre en cause ce cadre. Idem pour la gauche réformiste. La gauche réformiste, elle accepte ce cadre. C'est quand même intéressant de voir que Mélenchon, qui avait construit en fait son discours autour du plan A, plan B, aujourd'hui il a renoncé au plan B. Il y a un tournant qui s'est effectué à leur université d'été. Aujourd'hui, sa perspective, il l'a dit clairement, c'est de rassembler la gauche, c'est de rassurer les classes moyennes supérieures sachantes, c'est comme ça qu'il a exprimé les choses, et pour cela, il faut avoir un discours clair sur l'Union européenne, c'est-à-dire pas question de remettre en cause ce cadre, on se battra à l'intérieur des institutions européennes, mais si on n'obtient pas satisfaction, eh bien, on fera au maximum au sein des institutions de l'Union européenne. Donc il faut quand même prendre conscience aujourd'hui que tous les courants qui veulent gérer, en fait, dans le cadre du capitalisme, de l'extrême droite à la gauche réformiste, aujourd'hui, ils veulent gouverner dans le cadre de l'Union européenne, et aucune force politique ne veut remettre en cause ce cadre, parce que c'est un cadre important pour la bourgeoisie, les différentes bourgeoisies européennes. Donc par rapport à ça, en effet, Daniela a souligné l'ambiguïté en fait, du mot d'ordre de rupture avec l'Union européenne. D'ailleurs, mot d'ordre qui a été enlevé de la résolution du CPL, qui est réintroduit dans le texte dans le BI, qui est réintroduit aussi dans l'intervention de Fabienne. Mais qu'est-ce que la rupture avec l'Union européenne? Le problème, c'est qu'on nous explique, et on nous a expliqué lors du CPN, que oui, un gouvernement des travailleurs, parce que la LU accepte en fait de se poser la question de ce que pourrait faire un gouvernement des travailleurs. Bon, la position de Yvan, elle est facile, c'est de dire on ne discute pas de ça, de toute façon, la révolution, le processus révolutionnaire, il se pose d'emblée à l'échelle de l'Europe, parce qu'on est au XXIe siècle. Donc évidemment, si on pose la question de la transition de cette façon-là, il y a tout un tas de problèmes qui sont résolus. En effet, ça simplifie en effet la discussion. Mais si on accepte de poser la discussion en termes de qu'est-ce que pourrait faire un gouvernement des travailleurs, parce qu'en effet, on doit bien expliquer que ce qui nous différencie des réformistes, toutes tendances confondues, c'est que eux, ils veulent gérer dans le cadre des institutions nationales et internationales de la bourgeoisie, et ils veulent mettre en place des mesures de relance, de redistribution.
Et nous, on doit expliquer que ces mesures-là, dans le cadre du capitalisme, elles mènent à l'impasse. On ne peut pas aujourd'hui améliorer le sort des travailleurs dans le cadre de ces institutions par des politiques keynésiennes. Donc ça, on doit être capable de l'expliquer et on doit être capable d'expliquer que nous, on ne va pas gouverner dans le cadre de ces institutions, tant nationales que européennes, et on doit expliquer ce qu'on fera. Et donc dire qu'on va rompre avec l'Union européenne tout en disant qu'un gouvernement des travailleurs ne sortira pas de l'Union européenne, ne sortira pas de l'euro, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire on va désobéir. Alors la contribution de Christine, elle disait, ce qui nous distingue des réformistes, c'est que nous, on va assumer l'affrontement avec l'Union européenne, alors que les autres, ils ne veulent pas assumer. Mais ça veut dire quoi, assumer l'affrontement avec l'Union européenne? On a une réponse qui, à mon avis, n'est pas satisfaisante, qui a été déclinée dans le texte signé avec des dirigeants du parti de gauche il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, les défis pour la gauche dans la zone euro, où on nous expliquait qu'il fallait désobéir, il fallait affronter l'Union européenne. Et qu'est-ce qui était avancé? Eh bien, du bricolage institutionnel. C'est-à-dire, on va créer une monnaie complémentaire à l'euro. Donc, chercher des solutions institutionnelles, des outils techniques pour affronter un problème politique. Mais le problème politique, il est simple. Un gouvernement des travailleurs, il ne peut pas désobéir à l'intérieur d'un cadre capitaliste. Qu'est-ce que ça veut dire désobéir à la Banque Centrale Européenne? La Banque Centrale Européenne, on sait très bien ce qu'elle est capable de faire et ce qu'elle fera. Elle l'a fait en Grèce, elle le fera d'autant plus avec un gouvernement des travailleurs, c'est-à-dire qu'elle asphyxiera les banques, enfin l'économie nationale qui veut changer de politique, et donc soit on accepte les dictats et on est étranglé, soit on rompt et on établit une nouvelle monnaie et on change les règles du jeu. Parce qu'en effet, la question, Yvan ironisait sur le monopole du commerce extérieur, sur la question d'une nouvelle monnaie, de comment elle fonctionne. Mais c'est une question très importante si on se pose concrètement la question du pouvoir. Parce que les gens, ils ont en tête que tous les gouvernements réformistes, certes, mais tous les gouvernements qui ont essayé, qui ont prétendu vouloir aller vers le socialisme par étapes, etc., ils ont échoué sur la contrainte extérieure. Tous. C'est-à-dire la fuite des capitaux, l'incapacité à prendre des mesures contre ça, le fait que très vite, évidemment, ils ont accumulé des déficits commerciaux. Parce que si on exproprie la bourgeoisie, si on fait tourner les moyens de production selon d'autres règles, évidemment qu'il ne faut pas se soumettre à la loi de la valeur internationale, à la concurrence internationale. Donc oui, on doit apporter des réponses concrètes à des problèmes politiques, à condition de vouloir défendre un projet socialiste. Un projet socialiste concret, au-delà du mot d'ordre États-Unis socialiste d'Europe. Ok, c'est très bien, c'est notre perspective stratégique, c'est le socialisme mondial. Mais entre la situation actuelle et le socialisme à l'échelle de la planète, eh bien, il y a des questions qui se posent. Alors, soit on n'y répond pas, et dans ce cas-là, eh bien, ça satisfait personne, enfin, ça satisfait pas les travailleurs auxquels on s'adresse, qui vont se tourner vers d'autres pour avoir des réponses, parce qu'eux, ils ont des réponses. D'ailleurs, on doit critiquer à la racine, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, mais en tout cas, nous, on doit défendre un projet socialiste en positif qui articule évidemment l'expropriation des capitalistes, la socialisation de l'investissement, le droit au salaire à vie, c'est-à-dire le fait que nous, on veut vivre de notre travail indépendamment du fait qu'un employeur veuille ou non acheter notre force de travail. Et donc, si on décline un projet socialiste, eh bien très vite, on va être obligé d'avoir un positionnement clair par rapport à l'Union européenne. Il ne s'agit pas d'en faire un totem, on est interrogé là-dessus. Donc on doit apporter des réponses. La rupture avec l'Union européenne, tout en restant dans l'Union européenne, c'est pas tenable. Donc en effet, bon, lutte ouvrière hier, évidemment, s'est appuyée là-dessus, en disant mais vous verrez pas avec l'Union européenne, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc on doit être clair. Et ça n'empêchera pas, éventuellement d'ailleurs, un accord avec lutte ouvrière. On a un accord sur un certain nombre de positions, on peut en avoir un, et on peut aussi assumer des désaccords. Mais on ne va pas avoir un compromis avec eux sur la question de la rupture avec l'Union européenne. Ou alors, je ne sais pas quel type de campagne on va mener. Donc on doit assumer pleinement nos positions, et je pense que aussi on doit, parce qu'il y a toute une série de questions qui sont en débat, il y a une discussion avec lutte ouvrière, bon, on voit tous les problèmes, je vais pas revenir dessus, donc qu'a posé le débat d'hier. Donc je pense qu'il est aussi très important, et c'est aussi, je pense que ce que Anne développera
après moi, c'est que les militants du parti en fait soient consultés, parce qu'il y a vraiment nécessité d'avoir un débat tant sur le fond, de continuer ce débat sur le fond et de trancher aussi la question de sous quelle forme on se présente, si on se présente avec lutte ouvrière, etc. Donc ça dépendra des discussions qu'on mènera, et je pense qu'on a tout intérêt pour associer l'ensemble du parti à la campagne des européennes, à ce que les militants soient consultés et qu'on trouve les modalités pour organiser ce débat et cette consultation des militants. Bon, mon intervention est un peu sur une tonalité un peu différente de celle des interventions précédentes, mais c'est pas grave. Puisqu'il s'agit de présenter une position particulière qui a été présentée au CPN du mois de juin, qui a été soutenue par plusieurs comités. Donc les élections européennes du 26 mai prochain vont se dérouler, comme ça a été dit par les camarades, dans un contexte extrêmement préoccupant de montée de l'extrême droite en Europe, appuyée sur le développement des idées racistes et xénophobes, et de la poussée des idées et des partis populistes de tous bords. Donc comme ça a été développé dans le forum hier après-midi, ce qui est présenté comme une crise des migrants est en réalité une crise de l'accueil. Et dans ce contexte, l'UNPA, bien sûr, a une responsabilité, qui est celle d'affirmer une position qui sera à coup sûr minoritaire, mais qui est la seule possible, et qui est dans notre tradition internationaliste de mettre en priorité, sans aucune tergiversation, l'ouverture des frontières dans une radicalisation du droit du sol, droit de travailler, droit de vivre, droit de vote, et une solidarité sans faille avec les sans-papiers et ceux qui les soutiennent. Ceci ne doit pas être négociable, quels que soient les compromis que nous serions amenés à faire. Et dans le même temps, nous devons expliquer que notre projet éco-socialiste contre les politiques d'austérité passe par une rupture, comme on l'a dit, avec les règles européennes, rupture avec les traités européens, rupture avec les institutions européennes. Donc pour résumer, ni repli nationaliste, ni soutien à l'UE. Alors les élections européennes. Nous considérons les élections comme une possibilité pour les révolutionnaires d'avoir une tribune pour défendre nos idées. Effectivement, le temps de l'élection sera l'occasion à la fois de formuler nos revendications immédiates. Bon, c'est un peu une liste, mais je vais quand même le redire. Interdiction des licenciements, planification démocratique et écologique des biens et des services, augmentation des salaires, annulation de la dette, accès à l'éducation gratuite pour tous et toutes, droit à l'IVG en Europe et droit démocratique des peuples à disposer d'eux-mêmes, en particulier pour le peuple catalan. Et à la fois de développer notre projet de société, de se projeter dans l'avenir et en posant les éléments aussi d'une utopie. Même si nous savons que les élections européennes, ça ne passionne pas les foules quand même. En 2014, 56% d'abstention. Qu'elles peuvent apparaître comme le sommet de la farce électorale, puisqu'on élit des gens qui vont à un parlement qui n'a aucun pouvoir. On a parlé du pouvoir des institutions européennes. Que par-dessus ça, Macron a fait voter en juin une loi qui a été promulguée, qui règle le temps de communication audiovisuelle officielle pour chaque liste, et qui avantage de façon grossière la République en marche, mais bon, on n'est plus un peu de force près. Donc ça ne va pas rendre la visibilité officielle de l'UNPA facile. Moi, si c'est bien calculé, on va avoir de l'ordre de 5 minutes sur 4 heures, quoi, quelque chose comme ça. Et puis c'est vrai qu'on se rappelle la dernière campagne électorale où on a dû tous prendre nos pinceaux et nos affiches sous le bras et aller coller sur les panneaux électoraux partout. Voilà. Les comités, ceci étant dit, les comités du NPA et leurs militantes et militants sont un point fort du NPA. Et un point d'appui évidemment primordial. Donc leur tâche est immense, c'est pas à vous que je vais l'expliquer. Souvent le nez dans le guidon, impliqués dans leur lieu de travail, dans leur lieu d'études. On est de tous les collectifs, de toutes les luttes sociales, féministes, écologistes, internationalistes. Donc l'intérêt de présenter une liste à ces élections peut ne pas paraître évidente et la tâche de réunir 1,5 million d'euros pour ce faire va paraître un objectif quasi impossible.
C'est la raison pour laquelle, par rapport à une décision aussi importante qui demande fort engagement de tous les militants et de toutes les militantes, ben, tous et toutes devant s'approprier aussi les arguments de la position du NPA, mes camarades l'ont développé, qui sera, ne nous le cachons pas, difficile à porter, bon, on a l'habitude, non seulement face à Macron, bien sûr, face à la droite et à l'extrême droite, mais aussi on aura à faire face aux arguments de la FI qui est sur, à la fois sur la question des migrants, sur la question du protectionnisme. Le problème avec la FI, c'est pas que le rapport aux institutions, c'est aussi des questions de fond avec lesquelles on est vraiment en désaccord. Donc c'est la raison pour laquelle certains d'entre nous ont porté au dernier CPN une motion qui proposait de demander l'avis des adhérents sur la question de présenter une liste en tout cas. Et c'était aussi l'occasion de les impliquer, de les motiver pour la campagne. Bon, cette motion a été minoritaire au CPN, donc on le regrette. Et c'est vrai que ça peut apparaître comme un risque pour notre parti que la direction apparaisse un peu déconnectée des comités. Donc moi, ce qui me semble, c'est que quoi qu'il en soit, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas exactement, effectivement, ce qu'on va faire. Bon, mais on avance pas à pas. De toute façon, que le NPA présente une liste ou pas, avec une autre organisation ou pas, on devra faire entendre notre voix. Ça, je crois qu'on est tous d'accord. Mais au-delà, de toute façon, de la campagne officielle des européennes, bon, réfléchissons, est-ce que c'est vraiment intéressant, si intéressant que ça, d'apparaître dans cette campagne officielle. Donc on doit faire entendre notre voix, mais il faudra qu'on le fasse de façon différente, on le sait bien. Il faudra faire des actions visibles destinées à être médiatisées et qui devront aller bien au-delà des miettes qu'on va nous octroyer sur les supports officiels de campagne. Donc on peut décider, bien sûr, sur les migrants, c'est notre question prioritaire, sur la question des licenciements ou d'autres sujets à choisir. On peut imaginer soit une action d'éclat sur un lieu symbolique pour dénoncer la politique de Frontex, par exemple. On peut imaginer des actions décentralisées au même moment dans toutes les villes, des distributions massives de tracts climatiques dans les entreprises ou les services publics. Ça peut être à la poste, une autre fois dans les hôpitaux, une autre fois dans l'automobile. Bon, tout ça, ce sont des modalités qui peuvent être possibles et qui sont possibles qu'on présente une liste ou pas. Parce que la question de dire si on ne présente pas de liste, on ne sera pas médiatisé, bon, ça se discute. En ce moment, on a des porte-paroles qui sont médiatisés, c'est pas une période d'élection, il y a eu un mouvement social, mais voilà. Donc en tout cas, pour le NPA, moi ce que je porte, l'enjeu de faire entendre sa voix à l'occasion de ces élections européennes, c'est un enjeu majeur. Et les adhérents et adhérentes et les comités doivent y prendre toute leur place.